on a sélectionné un peu des actualités parce que même si elles sont pas non plus hyper nombreuses, mais qui pourraient éventuellement vous intéresser. Parce que du coup, l'année 2026 a pas commencé non plus il n'y a pas très très longtemps, mais il y a eu des décisions et des choses qui ont été prolongées, qui étaient déjà d'actualité, mais qui ont été prolongées, et c'est quand même intéressant d'en parler. Donc, on va voir dans un premier temps, donc il y a des nouvelles aides à l'apprentissage pour les entreprises qui ont été prolongées. Donc, on a les exonérations qui concernent les transports publics et les pourboires. On va faire un petit focus sur la rupture conventionnelle, notamment avec le forfait social qui a augmenté et l'indemnisation chômage qui, quant à elle, va potentiellement baisser. Euh, Ensuite, un petit focus sur l'entretien de parcours professionnel, même si on avait déjà fait quelque chose de plus complet lors de la dernière matinale. Je voulais vous en reparler un peu parce que le cabinet va potentiellement pouvoir vous accompagner sur ce sujet prochainement. Ensuite, je vais vous parler du congé supplémentaire de naissance qui va intervenir au courant de l'année. Et après, c'est deux petites jurisprudences qui vont permettre un peu de rappeler certaines choses, notamment par rapport au licenciement économique et aux stages dans les entreprises qui peuvent découler notamment sur une demande de requalification en contrat de travail. Donc là, ça va être très rapide. C'est les nouvelles aides à l'apprentissage pour les entreprises. Donc les montants ont changé. Voilà, donc ça diffère en fonction du nombre de salariés. Donc je pense que là, vous êtes plus concernés par les moins de 250 salariés. Et donc on a des montants d'aide qui vont différer en fonction du niveau d'études de vos salariés et excepté pour les travailleurs handicapés qui, eux, bénéficient, enfin, vous allez bénéficier d'une aide de 6 000 euros, peu importe le niveau. Donc ça concerne tous les contrats d'apprentissage qui auront débuté avant le 1er janvier 2027. S'agissant encore une fois, donc ça c'est des exonérations qui étaient déjà prévues jusqu'à maintenant. Elles ont été prolongées pour l'année 2026. Donc comme vous le savez, il y a une obligation pour les employeurs de prendre en charge 50% des frais de transport public pour les salariés. Donc ça c'est vraiment une obligation. Vos salariés qui prennent les transports publics ou qui ont un abonnement de location de vélo pour se rendre à leur travail, vous avez normalement l'obligation de rembourser ces frais à hauteur de 50%. Mais ça concerne donc évidemment que les abonnements. Donc il faut que ce soit un abonnement mensuel, hebdomadaire ou annuel. Ça va pas concerner s'ils prennent un ticket par-ci, un ticket par-là, vous devez pas les rembourser. Et donc l'obligation, elle est à hauteur de 50% de prise en charge, mais certains employeurs sont quand même plus favorables et vont décider de prendre en charge plus de 50%. Eh bien, là, on, on prévoit enfin, il est prévu que l'exonération va les employeurs vont continuer à bénéficier de l'exonération jusqu'à 75% de prise en charge. Donc voilà, vous pouvez continuer à être plus favorable que l'obligation et vous continuerez de bénéficier de l'exonération et ce jusqu'à 75% du montant de l'abonnement. Et de la même manière, les pourboires qui sont remis volontairement par les clients aux salariés en contact avec la clientèle sont également exonérés de cotisations et contributions sociales. Donc ça jusqu'au 31 décembre 2028. Ça concerne surtout les restaurants, les hôtels, enfin, les commerces comme la coiffure. Après, je sais que généralement, il y a quand même très peu de clients Oui, enfin, qui nous donnent les montants des pourboires. Donc, voilà, enfin, c'est surtout une gestion en interne souvent. voilà. On n'a pas trop de questions effectivement autour des pourboires, mais sachez que effectivement,
il n'y a pas besoin, du coup, de les soumettre à C'est charge ça. et de considérer, ah bah tiens, ils ont eu 10 euros de la part d'un client, il faut le mettre sur la fiche de paye pour payer des charges. Donc là encore, Jusqu'à voilà, jusqu'au 2028, 31 décembre 2028, ils peuvent continuer. on est encore dans une somme qui peut être donnée de la main à la main sans qu'il y ait besoin de payer des cotisations dessus. Donc c'est assez rare pour être souligné. Là, c'est quand même quelque chose de très, enfin, qui nous semble quand même important. On va faire un petit focus sur la rupture conventionnelle. Donc, je pense que vous savez tous ce qu'est la rupture conventionnelle. Donc, c'est une rupture à l'amiable où le salarié et l'employeur vont se mettre d'accord pour rompre le contrat de travail. C'est une procédure qui dure 1 mois et demi et qui fait l'objet d'une procédure spécifique avec un CERFA qui doit être déposé auprès de l'inspection du travail avec des délais qu'on ne peut pas forcément écourter. Cette rupture conventionnelle, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, on va verser une indemnité au salarié qui est égale à l'indemnité qu'il aurait perçue s'il était licencié. En revanche, la différence, c'est que cette indemnité, elle est le salarié il va toucher la somme qui est calculée. En revanche, vous, employeur, vous allez devoir, en plus de ça, payer une contribution patronale au titre du forfait social. Et cette contribution, elle a augmenté depuis le 1er janvier 2026. Donc, toutes les ruptures qui interviennent maintenant vont être soumises au forfait social à hauteur de 40% contre 30% jusqu'à fin 2025. Donc ça change un peu la donne, dans le sens où maintenant, il va quand même falloir un peu plus réfléchir avant d'accepter ou de proposer une rupture conventionnelle. C'est pour ça qu'aussi on est là pour faire des simulations et pour, avant de faire toute proposition, quand même qu'on puisse vous dire combien ça va coûter à la société. Parce que par exemple, là, je vous ai mis un petit exemple, une indemnité versée aux salariés à hauteur de 5 000 euros, et bien vous, dessus, vous allez payer quand même une contribution patronale de 2 000 euros. Donc pour la société, ça coûte 7 000 euros. À cette indemnité, il va falloir également ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés. Si le salarié il a un coût d'heure qui est relativement élevé, ça peut quand même aussi vous rajouter des frais. Et après, voilà. Donc c'est vrai que ça va être aussi un sujet sur lequel il va falloir réfléchir. Cette augmentation du forfait social, elle concerne également les mises à la retraite. Avant, quand l'indemnité de mise à la retraite a été soumise qu'à 30%, maintenant elle est aussi soumise à 40%. Donc ça augmente également les frais. Et la petite nouveauté, mais du coup qui n'est pas encore passée, mais qui ne serait tardée, c'est que en plus du coup d'augmenter le forfait social, les salariés vont être aussi touchés puisque c'est encore en pourparlers, mais le texte a été proposé, mais là il a été récemment refusé, mais il va être représenté. C'est par rapport à la durée d'indemnisation chômage, elle sera réduite pour les salariés qui auront bénéficié d'une rupture conventionnelle. Je pense que c'est aussi pour baisser les demandes de rupture conventionnelle parce que du coup, il y en a énormément qui demandent des ruptures conventionnelles pour bénéficier du chômage. Donc là, c'est un peu... Ouais, c'est un dispositif qui est très populaire. Donc c'est vrai que ça coûte énormément d'argent à l'UNEDIC. Donc jusqu'à présent, effectivement, c'est les employeurs qui mettaient la main à la poche par le biais de cette contribution patronale puisqu'elle est reversée à l'URSSAF et indirectement, ça vient financer l'indemnisation des gens qui partent dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Je pense que philosophiquement, normalement, pour être indemnisé, il faut être privé involontairement de son emploi. Là, c'est pas totalement le cas, donc c'est
un peu, on va dire, ça va à l'encontre, on va dire, de l'esprit des règles de l'UNEDIC. Donc, malheureusement, ils ont mis en place un dispositif et ils n'ont pas maîtrisé, je pense, les conséquences sur le succès de ce dispositif. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent, donc ils essayent par tous les moyens de freiner la conclusion de rupture conventionnelle. Et je trouve que d'impacter les salariés, c'est une bonne chose, puisque finalement, quand on demande une rupture conventionnelle ou qu'on bénéficie d'une rupture conventionnelle, c'est qu'on est OK. Donc, on n'est pas vraiment privé involontairement de son emploi. Mais voilà, on sait que quelquefois, ça aussi permet de partir et de se séparer, on va dire, en bons termes, dans des bonnes conditions, sans conflit. Donc, c'est quand même un bon dispositif. Alors, excusez-moi, j'ai une question. La partie de l'indemnité pour le salarié, elle est exonérée des impôts ou pas, de charges sociales, bien évidemment, mais aussi elle n'est pas soumise à l'impôt, c'est ça, Elle suit le régime fiscal et social de l'indemnité qu'il aurait perçu s'il avait été licencié. Donc, en réalité, le calcul est le même. On va calculer l'indemnité légale ou conventionnelle et le régime social et fiscal suit. Donc, pas de charge, pas imposable. En revanche, cette contribution patronale pour financer le coût de ces ruptures. Voilà. Et après, souvent, quand on négocie une rupture conventionnelle, des fois, les employeurs ont tendance à négocier une indemnité supérieure. Pour se mettre d'accord, vous allez négocier un montant supérieur. Donc, le montant qui dépasse l'indemnité qui lui aurait été due, cette indemnité, elle est soumise à la CSG. Donc, ça va impacter un peu le salarié. Ouais, c'est une retenue salariale. En fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça suit le régime. Donc, effectivement, dans un licenciement, si on donne plus et qu'il y a une transaction derrière, et effectivement, le surplus est assujetti à CSG, CRDS. Donc, c'est une retenue salariale, mais souvent, on négocie en net. Donc, au final, c'est l'entreprise aussi qui supporte tout ça. Du coup, l'intégralité, même si elle dépasse le minimum légal, et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, du coup. Non. Alors après, c'est pareil, il y a des limites qui sont les mêmes dans un licenciement. Il y a des limites, mais enfin, on est sur 2 passes. Enfin, c'est énorme. Avant que ce soit imposable, il faut vraiment toucher à un gros chèque. Voilà. Okay. Donc, ça reste quand même pour le salarié attractif et pour l'employeur un peu moins, mais quelquefois c'est aussi le prix de la tranquillité. Et comme on discutait en début de réunion, c'est aussi pas de risque prud'homal derrière, de contentieux. Voilà, on est sur de la rupture d'un commun accord, donc on respecte bien les délais, le consentement éclairé, et derrière on sait que on n'est pas certainement pas assigné au prud'homme comme ça peut l'être dans des licenciements pour faute ou des licenciements économiques qui coûtent aussi cher par ailleurs. Et alors, dernière question sur la contribution des 40%. Est-ce que c'est au même titre que les charges patronales, c'est-à-dire il y a de la retraite, il y a de la sécu, ou c'est vraiment un forfait spécifique? Est-ce que ça rentre dans le calcul de la cotisation retraite? Non, pas du tout. En fait, vous allez verser 5 000, il y a une ligne sur la fiche de paye forfait social à 40%, et cette contribution, c'est une charge patronale qui va être versée à l'URSSAF. Donc, ça ne vient pas être remis dans le brut et réalimenter des bases, et ça ne génère pas de droit. C'est vraiment... vous pourriez, j'ai envie de dire, la payer directement à l'URSSAF sans que ça passe par le bulletin. Vous voyez, c'est complètement déconnecté des droits du salarié. Ok. Et du coup, alors encore une autre question, mais l'indemnité de rupture conventionnelle ne rentre pas en compte dans le calcul de la base pour l'indemnité de retraite, puisque du coup c'est exonéré. En fait, effectivement, le principe, tout ce qui est exonéré de charges sociales n'est pas générateur de droits en général, puisque en effet, tout ce qui est du bas de bulletin ne génère pas de droits.
En revanche, ce qui pourrait être, on vous a parlé de la mise à la retraite, c'est l'employeur qui demande au salarié s'il veut bien partir. C'est un peu différent dans le cas du départ volontaire à la retraite. Donc là, c'est soumis à charge sociale, donc ça peut créer des droits, mais bon, quand on est sur le départ, de toute façon, c'est qu'on a déjà son taux plein. Ça peut grand-chose. Voilà. Mais voilà, le principe du bas de bulletin, c'est que c'est pas créateur de droit en général. Okay. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour moi, non, c'est bon. Ensuite, un petit focus sur l'entretien de parcours professionnel. Donc, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient déjà là lors de la dernière matinale, mais l'entretien professionnel qu'on connaît tous a changé puisqu'il devient l'entretien de parcours professionnel. Au-delà de changer le nom, il y a également la périodicité qui a changé puisque maintenant c'est un entretien, donc pour rappel, qui est obligatoire. Et cet entretien doit avoir lieu la première année dans la première année qui suit l'embauche, et également tous les 4 ans avec un bilan qui est effectué tous les 8 ans avec le salarié. Donc cet entretien, il est organisé sur le temps de travail du salarié par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Et il y a finalement plusieurs entretiens avec plusieurs trames de questions différentes, puisqu'on va aborder des sujets différents, que ce soit l'entretien de la première année, celui du bilan, ou encore les entretiens qui ont lieu après des longues absences, qui sont également des entretiens qui sont obligatoires, sauf si un entretien a déjà été mené dans les 12 mois qui ont précédé le retour du salarié. Donc voilà, c'est quand même un entretien qui est obligatoire et qui est parfois oublié. Les sociétés ont tendance à faire un entretien annuel avec le salarié, mais ça, c'est l'entretien annuel. Pour rappel, il n'est pas obligatoire et on ne va pas forcément aborder les mêmes sujets lors de l'entretien annuel que dans l'entretien de parcours professionnel. Donc rien ne vous empêche de faire un entretien annuel, mais veillez à avoir une trame qui est distincte pour l'entretien de parcours professionnel qui, lui, est obligatoire et qui, lui, en cas de contrôle, on pourrait vous reprocher de ne pas l'avoir effectué. Pour les petites sociétés, il n'y a pas vraiment de sanctions à proprement parler, mais un salarié qui veut vous reprocher des choses pourrait totalement s'estimer lésé et demander réparation. Le cabinet, avec le cabinet, on est en train de mettre en place des différents accompagnements pour les clients. Donc, vous allez bientôt être informés. Vous allez notamment recevoir un mail à ce sujet avec du coup les différents accompagnements qu'on va mettre en place, notamment le fait d'avoir à disposition une trame d'entretien avec un peu un procédé qui va vous permettre d'être accompagné pour mener à bien ces entretiens. Voilà, vous expliquera ça dans un second temps, mais c'est pour aussi vous dire que c'est en cours. On va mettre en place des choses, notamment on aimerait aussi faire un peu comme cette matinale, une petite formation, sensibilisation sur l'entretien de parcours professionnel, puisque au-delà de suivre une trame, il y a également un réel enjeu RH derrière, puisque un salarié il peut avoir besoin de formation. Enfin voilà, il y a plein de choses à évoquer et qui peuvent être intéressantes autant pour le salarié que pour vous, notamment les dispositifs de formation, etc. Je sais pas. Non, oui, je voulais dire, c'est pas que philosophique et de se dire il faut le faire. L'obligation de formation,
voilà, en cas de contentieux, si vous n'êtes pas à jour, ça cause nécessairement un préjudice au salarié. Vous serez nécessairement, entre guillemets, si le salarié en fait la demande. Et après, il peut y avoir des vrais enjeux. Des vrais enjeux, alors comme le disait, voilà, RH, et c'est aussi quelquefois un temps privilégié avec vos salariés, donc ça peut être aussi un outil de fidélisation. Si vous avez des collaborateurs que vous avez envie de conserver, ben c'est un temps, voilà, où ils vont exprimer leurs souhaits d'évolution, voilà. Donc, au-delà de l'obligation, voilà, même si des fois on oublie, on se dit oh là là, voilà, c'est aussi un moment de consacrer du temps à ses salariés. Donc c'est important de le faire. Et comme le disait Louison, on va proposer un accompagnement, mais aussi ouvrir la possibilité de gérer ça via Silae. J'en profite parce que cet après-midi, alors moi je vais enchaîner cet après-midi, voilà, on fait une petite présentation sur les fonctionnalités du logiciel. Donc on a proposé un peu 3 dates, c'est toutes les fonctionnalités qui sont incluses dans l'outil et qui permettent une coaction entre vous et nous, et notamment cet outil RH de l'entretien professionnel. La gestion de l'entretien peut se faire via MySilae. Voilà, donc on a envoyé des petites invites, il y a 3 dates, donc une cet après-midi et 2 autres en juin. Voilà, si vous avez besoin, je vous les recommuniquerai. Et je en profite parce que du coup, enfin, c'était pas vraiment le thème, mais il y a également donc les entretiens que j'ai évoqués, et il y a également cet entretien de parcours professionnel. Il doit également avoir lieu en fin de carrière, on va dire. Ça concerne également les salariés qui ont 45 ans et qui ont passé leur visite médicale de mi-carrière, et normalement vous êtes censé faire un entretien dans les 2 mois qui suivent. Et également les salariés qui ont atteint l'âge de 60 ans, vous êtes censé également leur faire un entretien du même type. Mais voilà, de toute façon, vous allez recevoir un mailing à ce sujet où on détaillera un peu les différents types d'entretiens et les accompagnements que l'on peut vous fournir. Et par la même occasion, on va également communiquer sur les réseaux à ce sujet. Donc, si jamais vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à contacter le gestionnaire de paye qui s'occupe de votre dossier ou directement nous si vous le souhaitez. Ensuite, petite nouveauté, c'est le congé supplémentaire de naissance. Donc, il s'ajoute, c'est un nouveau congé qui s'ajoute au congé qu'on connaît déjà, congé maternité, paternité, congé d'adoption. C'est un congé qui va être applicable à compter du 1er juillet 2026. Donc, pour l'instant, il n'a pas lieu d'être, mais il va concerner tous les enfants qui sont nés ou adoptés à partir du 1er janvier 26. C'est un congé qui du coup aura lieu une fois que vous aurez une fois que le salarié aura apuré tous ses droits à congé de base, donc congé maternité, paternité. Il est d'une durée allant de 1 à 2 mois maximum par parent, et qui sera utilisé dans les 9 mois suivant la naissance. Il peut être utilisé en une seule fois ou fractionné en 2 périodes d'1 mois chacune. Et les parents pourront le prendre donc simultanément ou de manière alternée. Pendant ce congé de naissance, le salarié il va conserver ses droits, notamment en termes d'ancienneté. Et au retour de ce congé de naissance, il retrouvera son emploi avec une rémunération équivalente. Et l'employeur, du coup, n'est pas censé pouvoir refuser ce congé dès lors que les conditions sont remplies. Notamment, le salarié est censé demander au moins 1 mois avant la date d'effet de ce congé de naissance de partir en congé de naissance. Ce congé, il est indemnisé par la sécurité sociale. Pour le premier mois,
du congé de naissance, il est indemnisé à hauteur de 70% du salaire net, puis 60% du salaire net, toujours dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Donc là, je sais on commence déjà à avoir un peu des demandes parce que il y a certains salariés qui ont eu des enfants depuis le 1er janvier. Notre logiciel, il permet pas encore donc la mise en place de ce congé de naissance puisqu'il est applicable qu'à compter du 1er juillet 26. Je pense que à cette date-là, on pourra faire le nécessaire et vos salariés pourront faire leur demande pour prendre 1 ou 2 mois s'ils le souhaitent au titre de ce congé de naissance. Là, du coup, on va finir par 2 petites décisions de la jurisprudence. Donc, là, je vais pour vous faire un petit focus sur le licenciement économique, puisque, pour rappel, avant de prendre la décision de licencier pour motif économique un salarié, il faut chercher à, s'il est possible, de le reclasser, notamment au sein des autres sociétés du groupe. Donc, on peut être un groupe de différentes manières. Et là, c'est par le biais de cette décision, la Cour nous rappelle bien que le fait d'avoir un contrôle effectif qui est exercé par une même personne physique sur plusieurs sociétés, notamment via la détention majoritaire de leur capital, ça suffit à caractériser l'existence d'un groupe. Donc, donc à devoir étendre cette recherche de reclassement, non pas au sein de la société qui souhaite licencier, mais bien au-delà, au niveau du groupe. Avant de décider de licencier économiquement le salarié, puisque faute de prouver, vous avez recherché à reclasser ce salarié au sein des sociétés du groupe, et ben le licenciement pourra être dépourvu de cause réelle et sérieuse. Voilà, donc ça, faut bien faire attention. Et j'en profite également pour dire qu'un licenciement économique, c'est pas un licenciement personnel. Donc, il y a un ordre des licenciements. Si vous avez plusieurs salariés, vous pouvez pas dire c'est un tel que je souhaite licencier, c'est que vous allez devoir faire toute une analyse derrière pour au regard de critères objectifs, donc que ce soit l'ancienneté, les charges de famille, également les possibilités de réembauche derrière. Donc par exemple, un salarié qui est âgé ou qui est handicapé, il aura plus de mal derrière à retrouver un emploi. Donc c'est quelque chose qui fait que il est moins prioritaire que d'autres salariés. Voilà, donc c'est toute une analyse à faire derrière. Ensuite, dernière décision pour faire aussi un petit focus par rapport au stage. Là, dans les faits, c'est un stagiaire qui avait effectué 3 stages successifs sur un seul poste et au sein de la même entreprise. Et il a demandé la requalification de ces stages en contrat de travail. Au départ, la cour d'appel, elle a rejeté sa demande puisque les stages, ils faisaient pas plus de 6 mois, donc on était bien dans la limite réglementaire. Et il correspondait à une année d'enseignement auprès d'établissements différents. Sauf que la Cour de cassation, elle l'en dit autrement, puisque elle va donner raison au salarié qui a demandé la requalification de ses stages en contrat de travail, en estimant qu'en effet, ils n'ont pas respecté, enfin l'employeur n'a pas respecté de délai de carence entre ces stages sur un même poste. Donc voilà, c'est bien rappelé que il y a un délai de carence entre plusieurs stages. Si vous avez un stagiaire que vous prenez en stage, même si vous le prenez en stage qui n'excède pas 6 mois, si après dans la poursuite de ses études, il veut de nouveau faire un stage chez vous pour le même poste, il faudra bien respecter un délai de carence. Donc pour un stage de 6 mois par exemple, vous pourrez le reprendre en stage qu'après un délai de 2 mois. Il y a une petite exception, donc c'est si le stage il a été interrompu avant son terme par le stagiaire. Mais voilà, ça, il faut quand même bien faire attention parce que du coup, il a pu demander la requalification de ses conventions de stage en contrat de travail
Donc, c'est quand même... il y a un grand enjeu derrière. Et j'en profite également pour vous dire qu'il faut faire quand même attention lorsque vous prenez des stagiaires, puisqu'ils sont en stage et non pas employés. Donc c'est vrai que des fois, on a tendance à leur demander qu'ils tâchent comme un employé classique alors qu'ils sont encore en apprentissage. Qui plus est, je voulais aussi vous dire qu'il ne faut pas oublier que les stagiaires doivent être inscrits sur le registre unique du personnel. Je sais que on a souvent tendance à nous demander à nous de vous transmettre le registre unique du personnel parce qu'on a de quoi vous le transmettre avec notre logiciel de paye. Mais comme certains stagiaires ne sont pas rémunérés, n'ont pas de fiche de paye à proprement parler, ils ne rentrent pas dans notre logiciel. Donc il faut bien vous tenir les noter sur votre registre unique du personnel si vous en avez un maison. Plus largement, le stagiaire, il doit être gratifié ou pas, il doit être déclaré en DSN. Donc c'est vrai que c'est quand même bien au moins de nous le dire, comme ça on voit si c'est utile ou pas de le paramétrer et dans tous les cas de nous faire suivre la convention de stage et comme ça nous derrière on est en capacité d'avoir l'info et de savoir ce qu'il faut faire, comme ça il pourrait apparaître sur le registre en tout cas. C'est ça. Donc voilà, on en a fini pour les petites actualités. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les sujets qu'on a évoqués ou si vous voulez passer à la deuxième partie. Du coup, comme on vous l'a présenté en début de réunion, on va faire un petit focus notamment sur les salariés protégés. De vous dire qui sont les salariés protégés et c'est quoi la protection et c'est quoi les conséquences d'être un salarié protégé. Qu'est-ce qui m'incombe à moi, employeur. Donc, qui sont les salariés protégés? Ce sont des salariés qui bénéficient d'une protection particulière en raison de fonctions représentatives. Alors, ce sont principalement, alors la liste, elle n'est pas exhaustive, mais vous avez quand même un bon... Donc, les membres du CSE, donc c'est anciennement vos délégués du personnel, donc ceux-là, en général, on est au courant et il n'y a pas de sujet. Un délégué syndical, un représentant syndical au CSE, le représentant de la section syndicale, le représentant des salariés désignés dans le cadre de la sauvegarde ou d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Après, ça peut être aussi une protection de par des fonctions qui sont extérieures à l'entreprise. Parce que là, on a vu membres du CSE, donc ça, vous en avez forcément connaissance. Vous savez qu'ils ont postulé, qu'ils sont élus, etc. En revanche, quelqu'un qui est conseiller prud'homal bénéficie aussi d'une protection. Quelqu'un qui est conseiller du salarié, c'est celui qui est habilité à représenter les salariés lors d'un entretien préalable. Donc, en fait, ils vont dans des entreprises X ou Y accompagner les salariés. Il n'y a aucun lien avec l'entreprise. Donc, après, vous pouvez avoir connaissance si jamais ils vous demandent des autorisations d'absence, etc. Mais voilà. Un défenseur syndical, c'est quelqu'un qui peut représenter le salarié au conseil de prud'homme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la protection, elle s'étend dans le temps. C'est pas forcément à l'instant T quand je suis élu membre du CSE. La protection, elle va protéger en amont les candidats, par exemple, aux élections et qui sont d'ailleurs pas forcément été élus, ceux qui participent, on va dire, au processus électoral. Et la protection, elle va perdurer aussi à la fin des mandats pendant un certain délai. Voilà, donc ce qui peut être plus problématique avec les salariés protégés, ça va être ceux qui ont une protection pour des mandats ou des casquettes qui sont hors entreprise. Par exemple, quelqu'un qui siège, on va dire, à la CIPRA ou dans une caisse,
quelqu'un qui est élu aussi dans sa commune, voilà, hein, donc c'est divers et varié. Donc peut-être que ce qu'il faut en faire de cette info, c'est est-ce que moi, dans mon process RH, dans mon recrutement, quand je fais un recrutement ou quand je fais des mises à jour, est-ce que je pense bien à poser cette question? Donc peut-être de se dire à l'embauche, voilà, comme vous allez leur demander s'ils ont une reconnaissance travailleur handicapé, est-ce qu'ils bénéficient d'une protection particulière? Après, voilà, si vous avez demandé et qu'ils ne vous le communiquent pas, ben c'est moins grave, quoi. Hein. Ça veut dire que là, pour le coup, ils ont caché l'information, donc vous n'êtes pas censé le savoir. Et bien nous communiquer. Du coup, est-ce que ça peut être opposable, du coup, si on n'a pas été averti et que... Moi, si vous avez fait les diligences et que le salarié ne vous le dit pas, vous n'avez pas de boule de cristal, ça pourra pas vous être reproché. Mais en revanche, après, ça va être un problème de preuve. Est-ce que moi, est-ce que je peux prouver que j'ai demandé? Et ça veut dire que ça va être au moment de l'embauche, mais ça va être dans votre process, par exemple, quand vous redemandez aussi s'il y a des salariés qui se servent de leur véhicule, ben, comme on va dire tous les ans ou tous les 2 ans, on leur redemande la présentation du permis de conduire, ben, ça serait peut-être aussi d'intégrer dans le process RH de penser à programmer des mails ou lors des entretiens peut-être annuels la question de la protection. Et surtout, quand vous avez l'information, faut pas hésiter aussi à nous la partager parce que nous, on peut mettre une petite coche dans notre logiciel de paye pour dire que le salarié est protégé parce que des fois, vous allez avoir l'information, mais vous n'allez pas forcément vous en souvenir lors de son départ. Alors que du coup, Stéphanie va vous l'expliquer, mais il y a une procédure différente quand c'est des salariés protégés. Donc, il faut bien aussi nous donner l'information parce que nous, on pourra vous donner l'alerte si jamais on a l'information à ce niveau-là. Donc, la protection, effectivement, ça vous incombe de vous en inquiéter, de demander aux salariés s'ils bénéficient d'une protection. Si c'est le cas, en effet, comme vous l'a dit Louison, nous, on a besoin de l'information et effectivement, on va la centraliser et la mettre dans SILAE, ce qui permet, nous, quand on fait des requêtes ou si vous nous en faites la demande, de vous dire qui sont les salariés protégés, parce que en effet, il y a des conséquences pour vous, employeurs, et si nous, on a connaissance de cette information, eh ben, on va vous apporter le meilleur conseil, puisque, comme on vous le disait, cette protection, elle est étendue dans le temps. Hein, elle ne s'applique pas uniquement, par exemple, pendant le mandat, mais s'applique en amont lors de par exemple, je me présente aux élections, je ne suis pas élue, pour autant j'ai une protection, voilà, qui va expirer 6 mois à partir soit de la fin du mandat si j'ai été élue, mais sinon aussi une protection de 6 mois après que j'ai candidaté. Là où nous, ça va plus nous intéresser, c'est quand il va y avoir une procédure de licenciement. En effet, le salarié protégé, toute mesure de rupture du contrat de travail doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail, et ce, quel que soit le motif, que ce soit du personnel pour faute ou insuffisance professionnelle, de l'économique. On ne peut pas faire l'économie de cette démarche. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas la démarche, les conséquences, elles sont très lourdes. Le licenciement, il n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est nul. Donc, ça veut dire que du moment où j'ai pas demandé l'autorisation et du moment où le conseil de prud'homme va prononcer la nullité, sur toute cette période-là, je vais devoir lui payer ses salaires, sauf si le salarié demande sa réintégration, mais souvent... c'est pas le cas. Donc, non seulement vous devez tous les salaires, et ensuite, il y aura toutes les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, des dommages intérêts, etc., etc. Dans la rupture conventionnelle, il y a le parallèle. D'ailleurs, il y a un CERFA spécifique pour la rupture conventionnelle d'un salarié protégé. Donc, on doit tenir compte, on fait cette demande sur ce CERFA-là, mais on doit tenir compte dans les délais qui sont ceux de la rupture conventionnelle, de cette demande d'autorisation, puisque l'inspection a jusqu'à 2 mois pour étudier la demande
Et souvent, dans la plupart des cas, même si on est dans une rupture d'un commun accord, il y aura quand même une enquête contradictoire, justement pour vérifier si on ne lui a pas forcé la main et que c'est bien une rupture conventionnelle, libre et éclairée entre les parties. Donc, si vous faites une rupture, vous concluez une rupture conventionnelle avec un salarié protégé, vous recevez un courrier de l'inspection du travail qui dit « je viens faire une enquête », c'est pas forcément inquiétant ou qui va dire non, c'est juste très courant. En matière de salariés protégés, il y a une vigilance particulière, justement pour protéger la liberté de représentation. Voilà. Donc, au-delà de l'autorisation, il y a aussi, quand vous avez un CSE, des avis à prendre. Il faut demander l'avis du CSE. Ça ne veut pas dire qu'il doit être d'accord pour la mesure de rupture conventionnelle, mais ça veut dire que vous devez l'informer, qu'il y a une procédure de rupture conventionnelle et demander un avis. Quand bien même il serait défavorable, vous pouvez poursuivre votre projet. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de vous le rappeler. Donc, pour la rupture du contrat de travail, il y a une procédure d'autorisation en amont qui est très lourde de conséquences si elle n'est pas faite. Mais aussi dans la pratique, il faut être vigilant sur toutes les mesures, les modifications qui concernent un salarié protégé. Parce que potentiellement, on peut avoir l'intervention de l'inspection du travail. Il faut que ce soit fait dans l'intérêt de l'entreprise et pas... Et que ce soit pas discriminatoire parce qu'il a... Et on ne veut pas lui pourrir la vie, voilà, excusez-moi l'expression, parce qu'il a un mandat. Voilà, l'idée, c'est que ça soit toujours des mesures objectives et qui soient déconnectées de la casquette qu'il peut avoir. Voilà, parce que dans tous les cas, quand bien même on ne rompt pas le contrat, l'inspection du travail a un droit de regard là-dessus. Donc les contrats doivent être modifiés de bonne foi, hein, bien d'accord. Que si c'est pas le cas, c'est pareil. Vous n'allez pas vous faire des amis. Excusez-moi, juste concernant les salariés protégés, ceux qui ont des fonctions externes à la société, est-ce qu'on a le droit de leur réclamer une preuve, par exemple, qui siège au conseil des prud'hommes, machin, ce genre de choses, ou pas? Comment ça se passe? Parce que n'importe qui peut dire, par exemple, comme moi, je peux très bien dire, moi, je suis conseiller municipal de ma commune, et pour autant, je ne le suis pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans tous les cas, vous pouvez demander un justificatif quand de toute façon ils vont s'absenter, oui, d'autant plus. Hein, voilà, puisqu'effectivement, justement, vous me permettez de passer habilement au sujet suivant. On parlait des élus locaux, comme vous êtes adjoint au maire ou maire, etc. On doit aménager le temps de travail et c'est des autorisations d'absence, comme les crédits d'heures en matière de délégation du personnel. Donc, c'est une autorisation d'absence où il y aura une perte de rémunération parce que c'est pas vous, en tout cas pour les élus locaux qui supportaient, mais souvent c'est pris en charge ensuite. Donc, en effet, vous allez devoir, pour accorder peut-être l'absence, leur demander effectivement une convoque, un justif, etc., qui fait que, dans tous les cas, voilà, pareil, le conseiller prud'homal, il va aller siéger aux audiences, il va s'absenter. Pour moi, vous êtes en droit de demander un justificatif pour justement voir si c'est légitime. Il ne suffit pas de le dire. Et après, du coup, c'est, il y a vraiment un crédit d'heure en fonction du coup des fonctions qu'ils ont, sur l'année. Ne serait-ce que pour ça, en effet, il faut savoir s'il est adjoint au maire, en fonction de la taille de la commune, etc. Quelquefois, il n'y a pas de droit à s'absenter, quand bien même c'est pas rémunéré. Voilà. Okay. Les pompiers volontaires aussi, ils ont le droit de s'absenter, mais n'ont pas forcément de protection. Mais voilà, enfin,
C'est juste que quelquefois, on pense pas à poser la question, est-ce que vous avez un mandat pour, on va dire, des raisons qui sont externes à l'entreprise? Est-ce que ça s'étend au-delà? Et comme là, Ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter éventuellement à la fiche salariée. C'est pour ça, voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de l'intégrer dans votre process RH, voilà, avec la fiche de renseignement. Est-ce que vous avez un mandat? Quel type? Joindre le justif? Quand est-ce qu'il expire? Enfin, voilà, de faire un petit point sur cet aspect-là. Et au-delà de leur mandat, est-ce qu'ils ont une fonction annexe? Parce que c'est aussi intéressant de savoir si ils ont un autre employeur, de connaître qu'ils sont multi-employeurs. Des fois, c'est aussi... Oui, voilà, c'est un autre sujet, mais en effet, dans la fiche salariée, c'est le moment de poser toutes les questions. Voilà, si effectivement ils ont un autre employeur pour les durées max, etc., etc. Donc voilà, si vous avez des questions sur les points de vigilance ou même nous faire suivre votre dossier de recrutement ou votre process de recrutement, si vous voulez qu'on jette un petit coup d'œil pour voir si vous avez pensé à tout, avec plaisir. N'hésitez pas à Louison ou à moi ou à votre gestionnaire paye qui sera aussi à même de vous répondre. Moi, je sujet parce que je n'ai pas de salarié, mais le salarié, il n'est pas tenu de déclarer lui-même, de ne rien dire, et c'est à l'employeur de tout découvrir. En fait, c'est à vous de faire en sorte qu'ils vous disent les choses. Et lui, il n'a pas d'obligation. Après, il n'est pas... Il est élu, il dit rien. En tout cas, après, c'est à vous de... C'est pour ça que si vous la cachez, c'est autre chose. Mais vous, si vous n'avez pas demandé... Si on n'a pas demandé, il n'est pas tenu de dire. Bah, c'est comme le statut de travailleur handicapé. Il n'est pas obligé de vous le dire. Et là, il a tout intérêt à le dire. Parce que ça oui, mais des fois, ils se disent, si je dis... Parce qu'ils ont des droits avec à avoir. S'ils ne les demandent pas, il y a quelque chose. C'est ça, où ils peuvent avoir peur d'être dans un processus discriminatoire au recrutement. Enfin, ça peut... Il y a tout. Il y a toutes les... En tout cas, vous, employeur, mon conseil, c'est de demander les éléments. J'ai compris qu'il y avait une fiche salariée. Ouais, nous, on a fait une checklist, si vous voulez, pour ce qu'il faut demander quand on fait un recrutement, si jamais vous on pourra vous envoyer. Et checklist en cas d'entrée et en cas de sortie. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions sur le sujet. Par rapport justement au cas des élus locaux, quand il y a des indemnités qui sont perçues, alors je connais pas vraiment le statut des conseillers municipaux, mais est-ce que du coup, est-ce que c'est considéré comme une rémunération? Et dans ce cas, est-ce que c'est un cumul de rémunération il faut en tenir compte dans la paye ou pas? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Vous déduisez l'absence. Souvent, vous allez avoir un papier qui concerne la perte de salaire à remplir, et eux, ils sont défrayés. Voilà, ça n'a pas une nature de salaire, c'est du défraiement. D'accord. Parce qu'on peut très bien être défrayé sans être absent pour autant de la société. Oui, mais là, on va dire c'est lié au mandat. Il y a des règles avec des montants en fonction. Quelquefois, ça peut être une compensation de la perte de salaire, mais ça a une nature indemnitaire. C'est ça que je voulais dire. C'est pas ça n'a pas une nature de salaire. D'accord. Et au même titre, un salarié qui souhaite s'engager dans ce genre pas de carrière, mais de responsabilité extra-professionnelle, dans la mesure où ça ne touche pas l'activité professionnelle, il n'a pas d'obligation de demander à l'employeur. Non. Non, pas du tout. Ok. C'est à vous de demander si il a des activités annexes, justement, parce que ça peut avoir un impact. En revanche, lui, ça fait partie de sa liberté individuelle. Bah, la seule limite, c'est qu'il gère ça pendant son temps de travail, et là, pour le coup, c'est pas possible. Voilà. Tout à l'heure, vous avez exposé les salariés protégés, sauf erreur, j'ai pas vu. Alors peut-être que c'est pas le cas, mais les salariés en situation de handicap, est-ce qu'ils ont un statut de travailleur protégé ou pas?
Pas en tant que tel, pas là-dessus. Ça fait pas partie. C'est comme la femme enceinte ou alors le salarié handicapé, il est protégé contre la discrimination, mais on va dire que c'est pas le même type de protection comme la femme enceinte qui peut pas être licenciée pendant un certain temps. C'est une protection différente. Il y a des protections quand on est salarié dans certaines situations, par exemple quand on est en état de grossesse, et après quand on est travailleur handicapé, on va dire c'est un principe général du droit, c'est les mesures discriminatoires. Mais en tant que tel, il n'y a pas de protection particulière. Ça fait pas partie des salariés protégés. C'est la rupture du contrat de travail, elle ne doit pas être motivée par le handicap, de peau, voilà, on va dire, ou l'appartenance religieuse, ou la croyance. Ouais. Bon. Et au même titre, quand on passe une annonce, alors là on est plus sur la partie en amont, c'est pareil, il n'y a pas de discrimination à l'embauche. Est-ce qu'on peut indiquer dans l'annonce qu'on recherche un homme, une femme, ça c'est sûr, mais aussi avec une situation de handicap ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Le poste est ouvert, vous pouvez noter que le poste est ouvert aux gens en situation, pour tout public en fait. Oui, c'est ça. Tout simplement. Vous allez pas, enfin, on peut pas dire que c'est interdit. Non, mais là c'était de dire que c'est ouvert aux personnes handicapées. C'était ça la question. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, vous pouvez le préciser que à tout public et que c'est adapté aux personnes au PMR par exemple. Oui, ça vous pouvez l'écrire, il n'y a pas de problème. On le voit souvent quand même dans les annonces. Ouais, on le voit pas assez souvent, mais bon. Oui, voilà, quand même. On va dire peut-être que c'est induit, mais de l'écrire, je trouve que c'est aussi important et c'est très bien, c'est une bonne question. Voilà, moi je vous invite à l'écrire. Donc, ouais, sur la question de la protection, là on était vraiment sur plus les casquettes avec les mandats, etc. Et après, il y a des protections liées voilà, à un état de grossesse ou alors... ouais, qui relève du droit du travail, en fait. Ouais. Après, on pourra refaire un petit point là-dessus, prochaine matinale, pas de problème, avec plaisir. Mais Okay. Là, je vais enchaîner. Il n'y a plus de questions sur le sujet. C'est OK pour vous. Donc, sur les usages et les notes de service. Voilà, l'idée, c'est de vous expliquer que des fois, en faisant des choses anodines, on se rend pas compte des conséquences de ce que ça peut engendrer en termes d'obligations et de temporalité, et du coup, à quoi peuvent servir les notes de service. Donc, on voulait vous faire un petit point sur ce sujet, et donc de vous dire du coup qu'est-ce qu'un usage. Donc un usage, c'est une pratique qu'on instaure, que l'employeur instaure et qui va conférer un avantage aux salariés de manière répétée. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a quand même 3 critères cumulatifs pour vraiment, on va dire, consacrer et pour qu'on soit bien dans la définition de l'usage. Donc l'usage, il doit être général, c'est-à-dire il doit bénéficier à tout le personnel ou à une catégorie de salariés, à une même catégorie de salariés, il doit être constant, c'est-à-dire appliqué de manière régulière dans le temps. À partir du moment où vous faites ça 2 fois de suite, on considère que c'est constant. Donc la constance, elle est quand même faire attention. Et fixe, c'est-à-dire que les modalités d'application, elles sont déterminées et stables. Alors, typiquement, c'est une prime de fin d'année. Vous donnez 2 années de suite en fin d'année une prime, et quand bien même vous l'appelleriez pas prime de fin d'année, hein, mais je dis n'importe quoi, vous faites ça 2 années de suite, c'est 50% du salaire, vous la donnez à tout le monde, sauf aux apprentis, ou vous modulez, on va dire, ça peut être général, constant et fixe dès que vous le faites 2 années de suite. Ou vous vous mettez à octroyer des jours de congés supplémentaires
ou mettre en place une semaine de 4 jours, par exemple. Ça, typiquement, on n'écrit rien, mais la pratique fait qu'on crée un usage. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'on a défini ce que c'est un usage, c'est quoi les conséquences de la création d'un usage? Donc, justement, même si elles ne sont pas formalisées par écrit, elles deviennent obligatoires pour l'employeur dès qu'on remplit les critères que je vous ai énoncés précédemment. Ça devient un usage et on est tenu, du coup, de respecter cet engagement et on ne peut plus revenir en arrière unilatéralement, c'est-à-dire on ne peut pas décider de le supprimer ou de modifier cet usage sans suivre une procédure spécifique. Donc, je vais créer un usage. Bon, je ne me suis pas rendu compte, j'ai créé un usage. Le côté positif, c'est que je peux modifier ou supprimer, mais je dois respecter un formalisme particulier et qu'on va vous expliquer. En revanche, je me suis engagée et si jamais je veux modifier les choses, je devrais respecter une procédure. Parce que si vous avez versé un 13e mois ou une prime de fin d'année 2 années de suite et que la 3e année, vous dites moi non, je le fais pas, ça peut entraîner des contentieux. Les salariés peuvent commencer à vous demander par mail, tiens, cette année, j'ai pas eu ma prime de fin d'année. Non, moi je vais pas le donner. Et il peut saisir les prud'hommes et s'il arrive à démontrer que c'est bien un usage au sens des 3 critères, vous serez condamné et après ça peut faire boule de neige, on va dire, sur l'intégralité des salariés. Et sachez que ça peut être un rappel sur 3 ans, parce que la prescription elle est de 3 ans. Alors, comment on peut mettre fin à un usage ou comment on peut modifier l'usage? Donc, c'est ce qu'on appelle, l'employeur doit respecter une procédure. Donc, c'est ce qu'on appelle la dénonciation de l'usage. Donc, pour être régulière, cette dénonciation, il y a 3 étapes. Il faut informer les représentants du personnel lorsqu'ils existent, informer individuellement les salariés concernés, puisqu'on a dit que ça peut être une partie du personnel, leur écrire en disant voilà, il y a cet usage-là, j'ai décidé de le modifier ou de le supprimer, et d'informer donc du délai de prévenance, d'écrire, de dire cet usage prendra fin à la date X. Donc il n'y a pas de délai entre guillemets légal. En général, le délai minimum il est de 3 mois. Et souvent, le délai de prévenance, il va être égal à la durée, à l'amplitude que concerne l'usage. Voilà, si on est sur un 13e mois, moi, je vous conseille de peut-être pas le faire 3 mois à l'avance, mais d'anticiper. Voilà, sur c'est la dernière année. Voilà, mais voilà. Le délai de 3 mois, c'est une préconisation, mais c'est pas, voilà, si ça fait 10 ans ou 15 ans que vous versez une prime de fin d'année, moi, je vous conseille de dénoncer, vous allez le verser, je dis n'importe quoi, en décembre 2026 de cette année, en janvier 2027, si vous, voilà, vous le dénoncez pour décembre 2027. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas régulièrement dénoncé ou supprimé votre usage, je dirais que le compteur tourne. Il devra s'appliquer. Ou en tout cas, si vous pensez ne plus devoir l'appliquer, vous pouvez être actionné et avoir un rappel sur une période de 3 ans. Donc, il faut quand même être vigilant, vous dire c'est quoi les pratiques dans l'entreprise. Est-ce que en fait, c'est plus pour vous alerter sur le fait de est-ce que j'ai créé un usage? Voilà. Est-ce que moi j'ai pu créer un usage et si oui, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Voilà. Est-ce que je continue à l'appliquer? Est-ce que voilà. Donc le principe de l'usage, c'est des règles qui sont non écrites. Donc c'est vrai que quelquefois on peut mettre en place des usages sans forcément s'en rendre compte. Par exemple, Louison, vous parlez de la prise en charge des
des frais de transport public. Si vous êtes dit, bah tiens, moi je vais prendre 75% et ça fait plus de 2 ans et vous faites ça à tout le monde, vous avez créé un usage. Parce que vous êtes plus favorable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voulais aussi rebondir sur le fait que si vous avez instauré cet usage et que vous faites un accord d'entreprise qui porte sur le même sujet, mais qui du coup va instaurer quelque chose de différent, vous pouvez prévoir aussi à l'intérieur de cet accord que ça remplace ça dénonce ça et ça se substitue moyennant un délai de prévenance toujours. C'est ça. C'est-à-dire que l'information, à partir du moment où, on va dire en gros, vous avez créé un usage, c'est pas écrit. Vous le dénoncez, vous le supprimez. À partir du moment où vous allez négocier sur le même sujet dans un accord d'entreprise, on va dire ça va vous exonérer de l'information individuelle. En revanche, il faut bien écrire que ça va remplacer, dans quel délai, etc. Mais c'est vrai que déjà, pour dénoncer un usage dans un accord d'entreprise, il faut être déjà bien conscient qu'on a créé un usage, et de deux, avoir l'opportunité de conclure un accord d'entreprise. Voilà, c'est pas tous les jours, même si des fois ça peut avoir son utilité. Notamment par rapport au support des congés. Sur plein de sujets, sur l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires, sur voilà. Par contre, pour la dénonciation d'usage, voilà, il y a des sujets divers et variés, comme notamment le fait de reporter les congés d'une année sur l'autre. Si les compteurs sont pas remis à zéro, on crée un usage. Donc, en ce moment, on fait beaucoup de dénonciations sur ce thème-là, du fait de la loi Dadu, puisque maintenant les salariés acquièrent des congés en arrêt. Donc, c'est vrai, si en plus les congés non pris pour d'autres raisons, on les reporte, on se retrouve avec des compteurs astronomiques. Donc, c'est vrai que il y a un vrai sujet sur cet usage-là, en tout cas. Je ne sais pas si vous, dans vos entreprises, vous pratiquez le report des CP. Mais c'est vrai que ça peut induire des compteurs qui sont relativement élevés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est bon, merci. Alors, du coup, ça permet de rebondir sur la note de service. Donc, finalement, je crée un usage, je m'en rends pas forcément compte, les règles du jeu sont pas écrites. Donc, l'idée, si j'ai envie de mettre quelque chose en place, est-ce que je peux pas justement le faire par le biais d'une note de service ou une note d'information, j'ai envie de dire peu importe le nom qu'elle porte, mais c'est un document volontaire et écrit au sein duquel vous fixez, vous, employeur, des règles applicables sur un sujet à l'entreprise. Ça peut être sur le fonctionnement interne ou justement de faire ce relevé d'usage ou de formaliser la pratique existante et justement dire, voilà, il y a telle et telle chose qui existe. Donc, la note de service, elle peut porter sur des sujets divers et variés, mais qui relèvent de votre pouvoir d'organisation ou de direction, c'est-à-dire des sujets sur lesquels vous pouvez agir unilatéralement. Et du coup, ce que vous allez écrire dans ces notes de service, ça va s'imposer aux salariés dès lors qu'elles sont portées à leur connaissance. Donc, le conseil, c'est j'écris une note de service et je fais émarger, par exemple, les salariés pour que je puisse prouver qu'ils en ont eu connaissance. Donc, c'est pareil, tout ce qui est note de service, c'est quelque chose que vous avez fait tout seul, vous pouvez revenir dessus. C'est pour ça qu'on a mis à attention ce qui a été contractualisé. C'est-à-dire que si vous avez accordé un avantage particulier à un salarié dans son contrat de travail, pour le coup, là, on ne peut pas le supprimer unilatéralement. Tout ce qu'on a fait à deux, on le défait à deux. C'est pour ça que quelquefois, il y a certaines choses, on va vous dire, ça relève de votre pouvoir de direction, je ne vous conseille pas de l'écrire dans le contrat de travail parce que ça va rigidifier les choses et le jour où vous voulez modifier
vous allez devoir faire un avenant, c'est-à-dire proposer à votre salarié s'il est d'accord. Donc, s'il n'est pas d'accord, on reste en l'état. On ne peut rien faire. Donc, quelquefois, vous allez contractualiser des choses parce que ça fait partie du package que vous avez promis au salarié. Le salarié veut que ce soit écrit dans le contrat, en effet. Mais par exemple, un salarié à temps plein, il n'y a pas besoin d'écrire 8h, midi, 14h, 17h, parce qu'une fois que vous avez écrit ça, vous avez contractualisé des horaires. Alors, dans l'absolu, pour un salarié à temps plein, l'organisation du temps de travail relève de votre pouvoir de direction. Le jour où vous l'avez modifié, vous allez devoir faire un avenant. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on déconseille d'écrire dans le contrat de travail et des choses qu'il est important de rappeler par des notes de service, tout ce qui relève de votre pouvoir de direction. Et justement, ça peut être aussi dans cette note de service la définition, comment on s'octroie cette prime de fin d'année, les règles du jeu, voilà. Oui, parce que par exemple, rien que, des fois, il y a des sociétés qui octroient plus de jours de congés payés, plus de 5 semaines de congés payés, et souvent c'est contractualisé. Donc, si jamais vous voulez, vous l'écrivez dans le contrat, et donc pour revenir en arrière et revenir aux règles légales des 5 semaines de congés payés, il faudra forcément passer par le biais d'un avenant, alors que ça aurait pu faire l'objet juste d'une note d'information. En disant, vous, dans votre société, ça se passe comme ça, et après, vous aurez pu revenir dessus, mais c'est plus, un salarié ne voudra pas forcément signer un avenant pour dire que maintenant, il passe et revient à 5 semaines. C'est pour ça que quand vous avez des sujets ou des enjeux sur certains sujets, peut-être de nous solliciter en disant, voilà, comment je le mets en place, c'est quoi le plus judicieux, c'est quoi le plus stratégique, et ça me permet justement de passer au sujet suivant, sauf si vous avez des questions. Bon, c'est bon pour moi. Voilà, donc c'était notamment sur la mise en place d'une partie variable de rémunération. Souvent, nous, on fait partie de ces sujets parce que c'est souvent autour de ces sujets-là que il y a des problématiques et des points de tension avec les salariés, notamment parce qu'on peut avoir fait mis en place des choses et par manque de clarté ou même vous de communication, le salarié peut pas forcément vous le dire, mais voilà, ça peut cristalliser des tensions et emmener finalement vous à quelque chose de positif. Vous allez donner une prime ou une partie variable et au final, ça va créer de la frustration ou de l'insatisfaction et ça va être complètement contre-productif. Donc nous, on a vu, souvent quand il y a des parties variables, en fait, tout ce qui est clair, écrit et précis, c'est toujours source de sécurité parce que sinon c'est complètement contre-productif. Donc la partie variable, c'est une partie de rémunération qui peut varier en fonction de critères spécifiques qui peuvent être basés soit sur la performance individuelle ou collective. La réalisation d'objectifs définis, ça peut être du qualitatif, du quantitatif. Donc, ce que je vous ai expliqué, ça nécessite une mise en place rigoureuse, transparente, conforme aux exigences légales pour justement que vous ayez une gestion optimale. Donc, l'intérêt d'intéresser votre salarié, ça va être de le motiver, de renforcer leur engagement, d'aligner leurs efforts sur les objectifs de l'entreprise. Et enfin, attirer ou fidéliser votre personnel. Donc, comme c'est le but, si on fait des choses un peu dans les ordres ou si c'est pas clair, justement, ça peut avoir l'effet inverse. Ça peut démotiver et complètement leur faire perdre la confiance. Ils vont pas forcément venir vous le dire. Et finalement, quelque chose qui est censé être positif va avoir un effet pervers sur la relation. Donc, comment on peut la mettre en place? Donc, comme on vous l'a dit, soit elle est prévue dans le contrat de travail ou dans un avenant, et là, pour le coup, dès que vous voulez modifier un paramètre, supprimer un paramètre, il faut proposer un avenant. Donc, on sait que
Dans ce cas-là, c'est compliqué. Donc, par exemple, un commercial, à l'embauche, si vous avez contractualisé une partie variable avec des indicateurs qui pouvaient être pertinents au moment de son embauche, mais qu'ils seraient plus 2 ou 3 ans après, le fait d'avoir contractualisé ça, ça va rigidifier les choses. Mais justement, cette partie variable, elle peut être aussi prévue au sein d'une décision unilatérale ou d'une note de service que vous remettez là pour le coup qu'au personnel concerné. Et là, vous allez définir de manière précise les modalités d'attribution de la partie variable. Donc, les critères, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs, la périodicité, le montant. Donc, les critères, ils doivent être objectifs, transparents et mesurables. Quand bien même vous seriez sur des éléments qualitatifs, il faut que vous ayez la possibilité de mesurer et de justifier, justement pour éviter les interprétations divergentes ou les conflits. Cette partie variable, elle peut être pertinente justement pour atteindre le SMIC ou le minimum conventionnel dans certains métiers, pour des commerciaux notamment. Nous, ce qu'on conseille, c'est pas forcément de mettre un fixe très fort, mais justement de venir créer une partie variable pour impliquer le salarié et lui permettre, voilà, aussi de dépasser largement ce minimum en s'engageant en fonction d'objectifs qui vous paraissent pertinents. Et donc de jouer là-dessus. Et si un mois où il n'est pas là, on peut prévoir un système d'avance sur commission, justement, pour ne pas avoir de problème avec l'atteinte du minimum conventionnel ou du SMIC. Et effectivement, les critères qu'on va choisir ne doivent pas être discriminants. On ne va pas donner une prime supérieure en fonction du sexe, de l'origine ou du handicap, évidemment, mais ça ne coûte rien de le rappeler. Donc, comment on fixe une partie variable? C'est souvent lié à des objectifs annuels, semestriels, mensuels ou trimestriels. Ça peut être sur des indicateurs que vous souhaitez développer, ça peut être sur le chiffre d'affaires, sur la marge, sur la vente. C'est vraiment c'est vraiment des éléments. Par exemple, quand vous avez votre rendez-vous bilan, votre expert va vous dire tiens, ta marge elle s'est dégradée. C'est peut-être que justement vos commerciaux accordent trop de remises. Enfin voilà, c'est qu'il y a un travail à faire, donc ça peut être pertinent à ce moment-là de dire faut absolument que je les sensibilise. Vendre c'est bien, mais enfin si on vend à perte ou si la marge est dégradée, au final ça sert pas à grand chose. Donc ça peut être sur des indicateurs qui peuvent paraître pertinents à l'entreprise et qui sont vraiment en fonction des métiers complètement spécifiques. Ça peut être sur rentrée des prospects, signature de contrat, d'ouverture de compte. Enfin, c'est très très ouvert. Donc la partie variable, elle peut être calculée sur la performance individuelle ou sur la performance d'un service. Mais effectivement, il faut qu'on ait bien la possibilité, vous ayez bien la possibilité d'avoir des informations sur les indicateurs choisis. Si vous avez décidé d'intéresser votre salarié, lui donner 5% du chiffre d'affaires qu'il génère lui, il faut être capable de savoir ce qu'il génère, parce que s'il n'y a pas de caisse en rôle, en fonction des métiers, il y a des problématiques diverses et variées, mais il faut vraiment sinon qu'il vous fasse un listing, que vous le validiez, voilà. Mais de se poser les bonnes questions pour pas que ça crée, comme on a dit, des divergences d'analyse et la frustration. Donc sur ce type de sujet, on a listé un peu des pièges à éviter ou les questions à se poser, justement, parce que si on précise rien, voilà. Donc, est-ce que je veux que cet objectif il soit collectif, c'est-à-dire, admettons, c'est un directeur commercial, je veux qu'il soit intéressé sur le service ou que sur
ces éléments ou est-ce que c'est collectif ou est-ce que c'est personnel? Donc on en revient à la collecte des infos. Est-ce que je veux le donner à un salarié, à un service ou à tout mon personnel? Et les sujets les plus problématiques, c'est de prévoir les conséquences en cas d'absence, que ce soit de la maladie, du congé sans solde, voilà, ou de la sortie des effectifs en courte période. Donc, mon salarié il est malade, est-ce que je veux verser un prorata? Ça semble logique, mais si on n'écrit rien, eh ben on ne peut pas le faire. Et est-ce que effectivement, si mon salarié est sorti en cours d'année, est-ce que j'ai quand même envie de lui donner un prorata? Donc, si on dit que c'est une prime annuelle et qu'il part en juin, je peux aussi écrire dans ma petite note, c'est une prime annuelle, elle est versée avec la paye de décembre et sous réserve que vous soyez présent à l'effectif le jour du versement. Ça vous évitera les proratas. Mais si vous ne pensez pas à tout ça, s'il n'y a rien d'écrit, voilà, au moment du départ, va vous dire, tiens, t'as oublié mon prorata de 13e mois. C'est tout ça, voilà, auquel il faut bien réfléchir en amont. De la même façon, cette partie variable, quand elle est la contrepartie directe du travail, c'est-à-dire ça récompense le chiffre d'affaires que génère personnellement un salarié, ça vient, on va dire, rentrer dans sa base CP. Vous savez qu'il y a des règles de calcul pour les congés payés. On peut aussi prévoir dans le commissionnement ou dans le pourcentage du commissionnement qui est prévu pour cette partie variable, que ça indemnise aussi la règle du 10e. Comme ça fait pas double peine entre guillemets sur le sujet. Voilà. La règle du 10e, c'est quand on a des congés payés, soit quand on part en congé, on a le maintien de salaire. Soit on doit comparer avec les salaires qu'on a perçus l'année précédente du 1er juin au 31 mai pour savoir si la valeur d'un jour de congé n'est pas supérieure au maintien de salaire, auquel cas il y aura un delta. Et donc la partie variable, quand c'est la contrepartie du travail, c'est quelque chose qui va rentrer dans cette base du 10e, comme les heures sup, etc., qui peut faire que quand on est en congé, on gagne plus que quand on travaille. Voilà, parce que c'est différé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour ma part, non, c'est clair. Voilà, donc en résumé, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Identifier les objectifs de l'entreprise et les aligner avec ceux des salariés, choisir des critères de performance qui seront mesurés, définir un système transparent et équitable des primes et bonus, communiquer clairement aux salariés les critères et la manière dont la rémunération variable va être calculée et prévoir un suivi régulier pour s'assurer que le système reste pertinent et efficace. Et donc, effectivement, si vous avez besoin qu'on échange avec nous ou quelquefois on vous renvoie vers la compta parce que nous, on n'a pas forcément la vision chiffre. Moi, j'avais noté, mais dans votre compte, là, il y a la rémunération fixe plus variable, elle doit être inférieure au SMIC. Non, elle ne doit pas être, elle ne doit pas. Ça veut dire que si la part variable, elle n'est pas, je veux dire, les conditions ne sont pas réunies pour l'obtenir. C'est pour ça qu'on peut verser des avances sur commission. Ouais. Voilà. Parce que autrement, le salaire minimum, il est obligatoire. Oui. Quelles que soient les conditions. Alors, le SMIC, il doit être atteint mensuellement. Ça, il n'y a pas de sujet. Donc, ça veut dire qu'il faudra mettre un complément. Et après, le minimum conventionnel, quand il est supérieur, ça dépend des conventions collectives. Il y en a, ça peut être annuel. Dans tous les cas, il y a le SMIC. Il y a un double... Il y a un double contrôle. Il peut y avoir un calcul mensuel sur la base du SMIC parce que le minimum conventionnel est annuel. Donc, il y a avoir à se reposer la question en fin d'année. Et pour pallier ces problématiques, on peut dire que ce sont des avances sur SMIC, des avances sur commission qui sont récupérables éventuellement. Et ça se compense, mais je dois lui donner en tout cas au moins le minimum, le SMIC mensuel tous les mois ou le minimum conventionnel s'il s'exprime mensuellement, mais la subtilité de l'avance sur prime, c'est de pouvoir le récupérer sur les mois où il y a beaucoup plus de chiffres.
Parce que s'il fait jamais de chiffres, finalement, ça va être redevable. Voilà. Voilà, on ne pourra pas le compenser, C'est mais ça. si on n'a rien écrit sur le système de l'avance et de la compensation, en tout cas, on ne pourra pas le faire. Mm. Et c'est vrai qu'il y a des mois, on va se dire, bah, tiens, mince, là, il y avait 5 000 € de prime, j'aurais pu compenser. Dans les activités, il y a certains mois qui sont très forts. Exactement. Des fins d'année ou Voilà. et des mois très creux. Donc, il faut En fonction des ça. métiers, ben voilà, il peut y avoir il y a une avance sur prime. le système de l'avance sur Ou prime. par exemple, il y a des sociétés qui vont dire que les 3 premiers mois, la prime est acquise, le temps qu'ils se forment, etc. Enfin, vous voyez, des fois Oui, aussi, il y a des règles. Enfin, après, ça, pareil, c'est à prévoir aussi quand on met en place la prime. En fait, c'est plus pour vous alerter et vous dire, tiens, voilà, si je veux faire ça, c'est quoi les questions qu'il faut que je me pose, et de vous faire part de notre expertise ou de notre expérience sur le sujet et comment motiver les salariés, comment vous prémunir de la non-atteinte d'un minimum conventionnel ou justement de ne pas payer 2 fois quelque chose quand il y a des mois forts. Voilà.